Bonjour, bienvenue à vous tous, bienvenue à la deuxième journée de cette conférence. Je m'appelle David Yagnetz du CSIC Espagne. Je suis avec mon collègue Antonio Lopez de Siam, avec qui on va présider cette séance. Nous avons un programme très intéressant pendant toute la matinée. J'espère que vous avez apprécié hier soir la réception, surtout la toute dernière performance avec cet artiste sicilien. Je me rappelle pas le nom, mais j'ai vraiment apprécié. Et ça a été vraiment une très belle soirée. Je crois qu'il faut remercier les organisateurs. Nous avons donc un programme très intéressant, divisé en deux parties dans la séance de ce matin. Nous aurons trois keynotes qui présenteront les aspects de la recherche et des programmes de financement en agriculture. Nous avons, après la pause café, des différentes présentations sur des exemples spécifiques de projets en cours et de succès. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci David. L'idée de la session était de discuter ensemble ce qui se passe dans la recherche et dans le financement, dans toute une liste de secteurs sur les petits ruminants, les pâturages, les systèmes pastoraux. Et par exemple, et d'en discuter après dans une discussion générale pour avoir l'opportunité d'entendre vos idées. Nous aurons l'opportunité également d'entendre dans les keynotes des membres des instituts qui travaillent déjà dans l'institut et donc qui sont bien informés et discuter avec l'idée et que vous puissiez avoir vraiment l'idée de ce que c'est le financement et combien il est important pour les projets futurs. Bon, il vaut mieux de commencer. Nous avons donc trois présentations, trois keynotes. La première sera présentée par Aimable Wizeye. Il est fonctionnaire de la FAO. Il a déjà l'esprit qu'il a créé dans beaucoup de secteurs, élevage du bétail par exemple, et j'espère qu'il sera content d'être revenu à Catane, qui a joué un rôle important dans sa formation en Sicile. Tu auras 18 minutes, je te dirai quand tu te seras rapproché du 18e minute. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir vraiment de vous donner une vision à vol d'oiseau sur la situation des systèmes durables et de comment entendre les buts de développement durable. Je présente cette communication même au nom de mes collègues qui travaillent avec moi à l'unité concernée. Pour présenter ma keynote, il faut revenir un peu en arrière. Alors, il est important de savoir que le secteur est en croissance. Ceci se fait sous l'impulse de l'augmentation de la population et également des augmentations des revenus des différentes populations, même du fait que ces fermes, ces exploitations sont pour la plupart placées auprès des villes, donc contribuent à l'augmentation et à l'amélioration des revenus. Donc c'est un secteur qui peut donner beaucoup d'opportunités, fournie et toujours offerte toujours par des transports bon marché et le bas coût de l'énergie, surtout en Amérique latine. Ceci est une opportunité, mais c'est aussi un défi. Alors, comme vous le savez, ce secteur du bétail en chiffres et selon les statistiques, vous voyez que nous avons 1 million environ de caprins pendant le monde, 1,2 million d'ovins.
Pour ce qui est de bœuf, il monte à 250 millions et pour ce qui est des bovins, 1,5 milliard. Donc, pour nourrir tous ces animaux, il y a une demande énorme, bien sûr. Pour ce qui est des caprins, si nous voyons que les régions méditerranéennes sont densément populées et il en est de même pour les bovins, pour les ovins. Surtout dans certaines régions de ces continents. Amérique latine, Amérique du Nord, Afrique. Et ce qui est très important est que les situations changent. Il y a des changements structuraux dans le secteur du bétail à l'échelon mondial. Ce est dû surtout à la disponibilité de moyens. Là, il y a le plus de demandes, le plus de concentration. Et ceci se fait surtout sur l'impulsion de la production d'aliments ou surtout dû au fait de la situation actuelle. On sait qu'après le conflit en Ukraine, la situation a énormément changé pour ce qui est surtout des aliments et de l'alimentaire. En tout cas, le bétail tire, la situation du bétail est avantagée de la mécanisation, des services énergétiques à un coût peu élevé et même de la situation de la production alimentaire. Et donc, nous savons qu'en Chine, la situation peut être différente, surtout les espèces animales sont différentes. La Chine s'occupe surtout de suins, par exemple. Mais en Chine également, les ressources ont un coût beaucoup moins élevé. Donc, par rapport au changement, par rapport aux sources d'alimentation, disons que il y a des continents qui sont vraiment une source importante de travail et d'emploi pour les communautés. Je parle de la Chine, je parle de l'Afrique. C'est une source de croissance économique à tous les niveaux, surtout pour les jeunes femmes et les jeunes hommes qui maintenant sont propriétaires de ces troupeaux et qui en tirent profit. Il y a également beaucoup d'effets externes qui engendrent des problèmes et des difficultés ces difficultés sont dues au changement climatique, aux ressources hydriques carentes, à la pollution. Tous ces problèmes devraient trouver une solution si on veut aller de l'avant et se projeter dans les prochaines décennies. Il faut donc voir comment est-il possible d'atteindre un consensus international sur les solutions possibles et sur quelles solutions pourraient être fournies pour le secteur. Par exemple, il y a des accords qui fournissent les liens les liens pour les systèmes alimentaires et qui fournissent également des buts de développement durable comme l'accord de Paris. Il est important donc et à travers l'accord de Paris rendre possible d'atteindre ces buts. Un des buts importants de l'accord de Paris est la réduction ou de limiter l'augmentation de la température globale de 2 degrés d'ici 2025, ce qui est difficile parce que l'augmentation annuelle est d'1 et 2 degrés actuels. Donc, il faut donc
convaincre les parties prenantes pour qu'ils puissent s'engager d'une manière importante pour que l'on puisse créer des partenariats qui puissent amener les gouvernements, la société civile, le privé secteur, les académies à créer et à se mettre d'accord sur des aspects clés et sur des méthodes pour évaluer la situation de la crise environnementale. Sinon, le secteur finira. Donc, ce partenariat fournit le consensus scientifique sur comment traiter ces thèmes. Le deuxième point est le soutien d'un système d'élevage durable. Il faut se mettre d'accord pour soutenir un style global de politique pour faire face à la transformation durable du secteur dans le monde. L'année dernière, il y a eu un sommet sur les systèmes alimentaires, sur les systèmes de transformation, comment le transformer et par quelle voie. On a collecté des idées, on a essayé de mieux comprendre. Transformation, c'est facile à dire, mais difficile à faire, surtout parce que ça demande l'engagement des parties prenantes et des exploitants agricoles. Donc, pour ce faire, pour pouvoir convaincre les communautés, les parties prenantes, il faut se fournir de données confiables, de données fiables. On n'en a jamais assez pour combler même ce déficit de connaissances. En aspect, et je crois que c'est un fait connu, est que le premier défi est comment nous pouvons accélérer l'efficacité. C'est un problème que nous avons essayé d'aborder pendant des années et il y a encore un manque d'efficacité. Il faut décider comment faut-il aller de l'avant, mais il est important de continuer à savoir comment est-il possible de continuer à utiliser les ressources, toutes les ressources en termes d'herbage, de forage, et malgré la dégradation, malgré les changements climatiques. Ce sont vraiment des bonnes questions à se poser et à poser à la recherche pour ce qui est des herbages et des pâturages. Il y a des discussions sur l'installation de ces pâturages et de ces herbages. L'agriculture représente donc un des défis et des points d'étude principaux, mais ceci à l'échelon global, pas seulement local. Comment convertir des ressources non comestibles en protéines comestibles, par exemple. Le problème est que mesurer le carbone des herbages n'est pas facile. Et il est également difficile de prédire comment le carbone du sol peut et durera et comment se transformera à l'avenir. Je crois que nous avons beaucoup de produits, mais que nous avons beaucoup de questions et donc qu'un partenariat soit nécessaire pour la recherche, pour le développement. Hier, on a parlé de services écosystémiques, un des problèmes les plus importants de la société. Voilà, ce sont
les écosystèmes et les services écosystémiques. Une des plus grandes compagnies d'assurance a valorisé et a misé sur les écosystèmes et sur les services écosystémiques. Ils l'ont fait en Amazonie. Ils jugent que l'Amazonie est vraiment une valeur. Comment donc est-il possible de tirer bénéfice, que les communautés puissent tirer bénéfice de tous ces valeurs, de tous ces assets, ou dans le maintien des systèmes, des services écosystémiques, euh, avant de réduire à zéro notre population animale. Un autre aspect important est la santé animale. C'est un aspect qui est en défi. Comment prévenir les maladies zoonotiques? C'est un moyen de défense et de protection de la communauté également. Et c'est un thème qu'il faut vraiment soutenir, même avec les recherches de la résistance antimicrobienne, recherches pour lesquelles il faut l'aide et le soutien des compagnies, des industries pharmaceutiques, par exemple, qu'il faut demander et qu'il faut essayer d'engager. Même les produits sont un défi et sont un thème important. Bon, la plupart des solutions sont là, mais il faut vraiment essayer de les étudier pour atteindre cette production durable valable. Bon, il faut savoir également que tout aliment a un impact sur le climat, sur les sols, sur le terrain. Il faut donc travailler et pour assurer la sécurité des produits, la santé et le bien-être des aliments et des communautés. Bon, tous les débats durables sur le secteur animal, paraît-il, se réduit, et il faut faire quelque chose en la matière. Il faut avoir des idées très claires sur quoi faire, quel et quand devrait-on obtenir des résultats pour atténuer ce problème, pour arriver à une mitigation du changement climatique, de l'impact climatique. Il faut donc intégrer toutes ces connaissances, tous les résultats de la recherche pour atteindre des valeurs qui puissent être obtenus, des résultats qui puissent être obtenus et qui réduisent les coûts de l'énergie et les coûts des transports ou qui peuvent être des résultats qui puissent aider à contrecarrer ces obstacles. Sans ça, aucun progrès ne sera possible et nous n'avons pas beaucoup de temps. Un autre aspect, c'est l'utilisation de la technologie pour assurer ce résultat, pour obtenir assez d'informations au soutien de nos agriculteurs qui souvent n'ont pas assez d'informations. Surtout dans les pays en développement, je ne parle pas de l'Europe, mais même en Europe, on a des problèmes importants à ce thème. Il faut que la politique s'y engage également. Bon, je veux souligner encore une chose. L'importance de l'analyse qui devient quand même très complexe quand il faut aborder tous ces thèmes, tous ces problèmes. Il faut analyser
Il faut créer des bases de données, il faut créer des archives, il faut mettre ensemble toutes ces données et il faut partager ces connaissances si on veut vraiment regarder et garder à l'avenir. Il faut également parler d'intensité des émissions vis-à-vis de la productivité laitière. En fait, ces processus produisent des émissions et il faut réduire leurs intensités grâce aux indicateurs que nous connaissons déjà et dont les effets nous sommes déjà conscients. Je pense que je veux être claire même sur les priorités socio-économiques qui relèvent des différents marchés, des différentes situations. Là aussi, il faut que la gouvernance puisse agir parce que joue un rôle important. Voilà, là, il y a toute une liste de priorités de recherche pour l'avenir. Il faut, si on voit l'état de la science en ce domaine, nous assistons à un milieu. Donc, je disais, et nous assistons à un environnement où il semble que la controverse règne. La science, les scientifiques, assez souvent sont en opposition l'un l'autre. Mais en conclusion, ce que je veux dire est que nous avons besoin d'un modèle qui soutienne vraiment le changement, combien ce changement doit se réaliser, qui changement pour lesquels souhaitable pour lequel beaucoup d'expériments, beaucoup de tentatives se font, mais tout reste dans la théorie, tandis que le changement, c'est vraiment un fait réel. Voilà pourquoi il faut engager les communautés, les producteurs, les stakeholders. Voilà pourquoi notre rôle est important. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup aimable. C'est très intéressant ce que tu as dit et la situation actuelle de notre ressource et de la situation. Je passe maintenant la parole à Ivana Tkulia qui est responsable de la coordination du réseau Organic Core et de son support continu pour la recherche en Europe et le financement de ressources transnationales pour ce qui est de l'alimentation organique et les systèmes d'élevage. Elle a travaillé à différents projets de recherche internationaux et travaille auprès de l'Université internationale, à quelques programmes d'évaluation de projets. Elle a été impliquée dans la gestion de plusieurs projets internationaux. À toi la parole. Merci beaucoup, Antonio. Merci aux organisateurs pour avoir rendu possible cet événement et pour la soirée spectaculaire et la journée spectaculaire que vous nous avez offert hier. Je m'appelle Ivana Tarkulia, je représente aussi ici le réseau Corps Organique. Antonio connaît déjà cette initiative, elle vous en a déjà parlé. Je pense que nous devrions qu'il devrait y être une interaction entre la journée d'hier et aujourd'hui, et parce que cette communication dans le cadre des actions, l'institut où je travaille est basé au Danemark. Et nous sommes le secrétariat de ce réseau qui vise à aider les membres à faire fonctionner au fonctionnement tant du réseau que des activités.
La présentation se fera sur trois éléments. Tout d'abord, la compréhension de ce que c'est le réseau. La deuxième, comprendre que sont les domaines de recherche. Et troisième, à affaire à des outils qui aident à définir et à mettre en valeur le cadre du programme. Nous les examinerons pendant 15 minutes. J'irai pas dans les détails de chaque ligne, mais si vous avez des doutes, si je vois que vous tomberez dans le sommeil, je changerai quelque chose. Donc, il y a une vingtaine d'années, la Commission européenne a dit oui, d'accord, nous allons vers l'Union européenne pour ce qui est de l'union monétaire, pour ce qui est un système d'échange conjointe avec l'Erasmus. Nous devrions avoir également une domaine de recherche conjointe et c'est comme ça que l'ERA a été instauré. L'ERA, c'est l'ère européenne de recherche. Donc, il y a des fonds qui sont affectés et un nombre de réseaux ont été mis en place pour travailler d'une manière coordonnée et organique. L'objectif de Euronet, du réseau organique, était l'amélioration de la base de connaissances et la capacité d'innovation pour un développement organique de l'alimentation et l'élevage. Seulement alimentation et agriculture organique, ceci parce que il fallait tout axer sur l'écologie et sur l'éco-agriculture. Je crois que beaucoup d'entre vous qui sont intéressés à la durabilité savent déjà de quoi je parle. Depuis le début du réseau co-organique, il y a eu 8 appels transnationaux qui ont été lancés. Ça veut dire la publication du texte de l'appel, les projets de recherche auxquels les universités peuvent participer. Ces appels ont été il y avait 60 millions d'euros qui avaient été affectés et donc on a décidé de transférer ces fonds à 60 projets pour lesquels on a lancé l'appel. C'est un projet transnational important entre les pays de l'Union européenne, mais également des pays non européens. Je voudrais souligner le fait que l'agriculture biologique fait partie d'un but très ambitieux du Green Deal européen, et que 25% des terrains agricoles sont organiques. Donc, c'est le réseau co-organique a ce but ambitieux comme point clé, point de base. Ceci vous donne l'idée des gens qui ont travaillé avec le réseau. Ce sont des représentants de pays, ce sont des fonctionnaires de la FAO, ce sont des conseillers. On a essayé, ça c'est le séminaire conclusif du réseau corps organique qui a eu lieu au mois de septembre. Ça, c'est la couverture géographique du réseau. À gauche, c'est le début du réseau. Et à droite, la couverture européenne, méditerranéenne également.
et on est même à mesure d'inviter des collègues de pays qui ne font pas partie de l'Europe. Il n'y a pas de limite géographique dans le but, dans le domaine et le champ d'action du programme. Donc, Corps Organique existe depuis 2004. On a essayé de travailler sur des projets de 3 ans. On est parti par Corps Organique 1, ensuite Corps Organique 2, Corps Organique Plus et Corps Organique COFAN. Les États membres donc fournissent des fonds pour la recherche et la Commission nous soutient. L'idée a été d'agir directement et en 2019, la Commission a décidé que vu qu'il y avait trop de réseaux en place, on devait le réduire. Donc, le futur consiste à créer des partenariats pour essayer de mettre ensemble, de rassembler ces périodes par des programmes co-organiques. Donc, on est parti avec ce dernier programme 2022-2026 avec des programmes pour l'Union européenne en général, avec des programmes et de projets de recherche. Bon, les appels pour la recherche. Qu'avons-nous fait sous ces appels? Je vous fais un exemple des 3 derniers rappels. En 2016, nous avons la première avec des thèmes qui étaient en relation directement à l'alimentation, aux aliments pour animaux, la production pour le bétail, de bétail. Le deuxième appel en 2019 était une évaluation et de ce qui était important pour les systèmes d'alimentation organique. Et la troisième, la dernière, on a essayé de travailler sur une production mixte. Il y avait encore des thèmes sur les aliments pour animaux et d'autres thèmes de recherche, mais le système visait un système mixte. Couvrant plusieurs aspects. Les derniers rappels sont encore en cours. Vous pouvez voir qui sont les partenaires qui peuvent contacter les chercheurs. Vous pouvez vous-même contacter les chercheurs et échanger vos idées, vos opinions avec eux. Donc, Mixenable, c'est un autre programme pour lequel nous avons des coordinateurs qui sont toujours présents et qui sont partis du projet. Le défi visait à développer la durabilité, la robustesse de la production animale organique avec dans des fermes mixtes en Europe, de fermes et des élevages d'animaux mixtes en Europe. Les partenaires de ce projet étaient de différents pays européens. Et le mécanisme était que les ministres de ces pays fournissaient des fonds qui étaient rassemblés et on sélectionnait les projets de recherche qui étaient financés par ce fonds commun. Les ministres des différents pays, tant européens que non européens. L'autre projet que je voulais mentionner visait toujours à la durabilité, aux aliments pour animaux durables, était mené par l'Institut de recherche économique, est
et compter sur des ressources plutôt locales. Beaucoup d'exemples ont été faits hier de plusieurs recherches qui ont été menées à l'échelon local. Ceci se rapportait au climat et aux températures nordiques et consistait en une exploration active de la région au Danemark, de projets de bioéconomie qui utilisaient les graminées ou de ressources en forage, en pâturage et les informations sur ces projets ont été et figurent dans un document auquel vous pouvez accéder par ce link. C'est une colle pour les systèmes alimentaires qui traite directement les aliments pour animaux. J'espère tout simplement que les gens de la communauté scientifique peuvent tirer dans l'inspiration de nos programmes et de nos documents. Hier, on a entendu parler d'insectes. J'espère que vous aussi, vous puissiez trouver et tirer vos inspirations de ce que l'on dit dans les conférences ou de ce qui nous écrivons dans les documents. Là, corps organique avec cet appel de 2021 s'est occupé de systèmes de systèmes alimentaires, systèmes d'animaux. Nous savons de projets qui doivent avoir affaire aux aliments, mais qui peuvent également couvrir d'autres domaines. Là, c'est ICROF, c'est un archive qui soutient la dissémination de projets scientifiques. Vous pouvez trouver ici du matériel pour vos recherches. Il y a des références organiques. C'est un archive qui contient toutes les publications scientifiques, les posters, tout ce qui vient des projets. Vous pouvez browser librement et gratuitement. Ça fait partie des 10 premiers archives d'agriculture du monde. Il comprend également beaucoup de bases de données nationales. C'est fait en collaboration avec la France, par exemple. Donc, il y a la base de données française. Là, je crois que je prendrai moins de 5 minutes, car ce n'est qu'un snapshot. Là, il y a Horizon Europe. Nous avons ce programme cadre. C'est un type de programme financé, budgété par la Commission européenne. Par Horizon 2020, on passe à Horizon Europe 2021. Il y a donc des clusters qui couvrent l'économie, les ressources alimentaires et l'environnement. Là, c'est montre où nous sommes placés et à quel point nous en sommes. Là, il y a les clusters à droite avec les 6 appels en matière alimentaire, agricole et d'autres. Donc, c'est un réseau énorme qui se crée et qui est dédié à 49 thèmes différents, intéressants pour les communautés. Agroécologie, agriculture et système alimentaire durable. C'est surtout le focus de ces réseaux. Dernière information,
c'est que le partenariat en agroécologie est une recherche stratégique auquel des partenaires, des stakeholders, les différentes autorités des pays devraient faire partie à l'avenir. Vous pouvez voir, vous pouvez y aller, vous pouvez y rentrer, voir les textes, voir l'activité, recevoir des informations. C'est là également un document qui couvre beaucoup d'informations, beaucoup de domaines. C'est toujours sur le site web et le document est disponible. Vous pouvez demander de faire partie de la recherche si vous voulez. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout le mieux pour votre recherche et pour le cadre dans lequel vous travaillez. Merci. Merci Ivana de cette communication très claire, riche en opportunités et moyens de pouvoir avoir accès au financement. La dernière keynote avant la pause café, c'est concerne le programme Prima. Fabrice Dendré-Sanglé, PhD en agroécologie à l'Université de Mexique. Il a beaucoup voyagé. Il est maintenant Project Officer chez Prima, travaillant sur le système d'élevage, dans l'unité des systèmes d'élevage. Sa présentation sera juste sur Prima. Il en aura pour 20 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je suis très content d'être ici. Je veux remercier le comité d'organisateur de m'avoir invité, surtout Antonio et Alessandro. Vous avez vraiment fait un grand travail. Je parlerai donc de la fondation Prima et je suis en charge des systèmes d'élevage. Aujourd'hui, je vous parlerai de manière plus générale de ce que c'est Prima, sa philosophie, pourquoi, et je vous présenterai également dans la deuxième partie quels sont les projets que nous finançons, car nous finançons des organisations. Donc, je vous donnerai l'idée des différents projets que nous finançons pour vous faire savoir la variété des projets auxquels nous nous rapprochons. Je partagerai avec des commentaires généraux les défis que nous rencontrons. La première est le changement climatique. Nous avons des exemples assez importants. Cet été, une sécheresse partout, des incendies, manque d'eau. Donc c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, avec une population en croissance, nous avons également des problèmes de sécurité alimentaire également. Donc la disponibilité de l'eau est très très faible. Même en Méditerranée et nous utilisons, nous appliquons des pratiques non durables, ce qui crée des problèmes, l'érosion de sol par exemple, une aggravation des problèmes dus au changement climatique. Ce sont des questions qui demandent une réponse urgente. Donc il faut travailler à l'adoption de solutions. Quelquefois, il y a des options qui déjà existent, mais que les agriculteurs ou les parties prenantes n'adoptent pas. Il faut donc et Prima, c'est ça sur quoi se concentre. C'est ça la philosophie. Comment aborder ces défis? Nous ne traitons pas les défis séparément et tout seul. Nous tous voulons promouvoir la collaboration entre les pays dans le sud, pas seulement dans le sud de la Méditerranée. Nous abordons et nous faisons face aux mêmes problèmes, mais nous devons renforcer nos capacités de réagir. Nous devons investir dans des grands projets avec un
un pas plus grand, et c'est ça ce que nous voulons faire. Nous travaillons donc au niveau du climat, nous trouvons pour une harmonisation des réglementations nationales, nous essayons de travailler ensemble entre différents pays et c'est... Merci. J'ai quelques questions pour Monsieur Ouiseyer de la FAO. Je serai un peu longue. Je voudrais me féliciter de votre présentation très claire et exhaustive. Toutefois, j'étais un peu confondue, je dirais. J'ai eu l'impression d'avoir entendu ces éléments au moins une centaine de fois. On a parlé de priorité, d'accord, mais nous sommes convaincus et nous sommes conscients que sur la base des défis auxquels nous devons faire face, ceci ne marche pas parce que il y a à plusieurs de raisons, c'est très compliqué. Je ne sais pas si je peux simplifier en fait. Nous savons que les organisations globales telles que la FAO n'ont pas le pouvoir ni les fonds pour influencer en profondeur la décision publique, ni les décideurs publics. Les décideurs publics sont conditionnés plus qu'avant par des contraintes qui ont affaire au progrès et aux conditions qui changent, qui sont à mesure de l'intensification. On a parlé de pollution. Oui, d'accord, on peut parler de pollution, de CO, d'émissions. Nous n'avons pas le temps de discuter en détail, mais je voudrais insister sur ce point. Quand vous parlez de priorité pour la recherche, vous n'avez pas parlé de sciences sociales où une approche multidisciplinaire a été même oubliée. La sociologie, l'économique doivent jouer ensemble. Tout ce qui est sociologie, économie est oublié. Et il n'y a pas de solution d'initiative locale sans qu'on englobe les sciences sociales, les sciences économiques, sans travailler avec les gens. Il faut faire plus. Nous avons une quantité énorme de connaissances. La question, il faut faire la question, c'est pas une autre communication. Il faut respecter le temps. Vous n'avez pas mentionné les sciences sociales. C'est ça la chose la plus importante. Il est important de parler de sciences sociales et de communication. Et que les communications soient parlées. Je pense que nous avons compris. Vous pouvez répondre si vous voulez. Bon, je peux commencer par les sciences sociales. Bon, j'ai pas mes clichés avec, mais dans les diapos, on faisait mention tant des sciences sociales que de l'économie. La question est beaucoup plus complexe parce que les gouvernances internationales, les politiques internationales de la plupart des organisations sont intergouvernementales et sont axées sur la création du consensus parmi les politiques.
Donc le point, c'est que c'est notre lutte quotidienne de lutter pour créer ce consensus, de lutter contre les oppositions, contre les contraintes. Il faut rester ensemble. Nous informons le secteur privé, nous informons les ONG, nous informons les producteurs, les agriculteurs. Euh, Nous avons des comités exprès compétents, le comité sur l'agriculture qui a le rôle d'influencer sur les priorités, y compris les sous-comités qui ont été créés et qui visent aux élevages, par exemple, un des derniers que l'on a mentionné déjà. Donc, pour l'agriculture, il y a des comités ad hoc, il y a des comités compétentes. Et on a des rapports, même pour l'Assemblée générale des Nations unies, pour chaque secteur, pour chaque priorité. En fait, le problème est beaucoup plus grand et beaucoup plus compliqué. Plus compliqué que ça. Quand on parle de changement climatique, le protocole, l'accord de Paris, le protocole, on l'a fait, mais les problèmes restent quand même parce que le consensus n'est pas si général que ça. Euh, le consensus global, c'est difficile, c'est une affaire complexe et je sais, et notre assemblée, nos réunions n'arrivent pas à tout faire ou à faire beaucoup. Merci. Je crois qu'il est temps de nous arrêter avec ce point. On devrait passer à la discussion générale. Euh, nous avons la pause café maintenant. Alexandro, c'est ça? La pause café. Alors, merci aux trois rapporteurs. On se voit donc à l'heure fixée par le programme. Merci. Voulez-vous prendre vos places, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, prenez vos places, il est temps de commencer. Bien revenu, j'espère que vous avez apprécié votre pause café. Nous abordons notre deuxième partie de cette session avec des projets qui sont déjà en cours. Le premier c'est un projet live sur les ovins verts. Il sera présenté par Monsieur Alberto Stanislao Azzoli de l'Université de Sassari. Alberto, tu as 8 minutes. Je te préviendrai quand tu te rapproches de la fin de ta période. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci. Cette présentation vise à parler un peu du projet Life Greenship au vin vert, un projet coordonné par l'Institut de Paris. C'est un projet sur 5 ans, partagé parmi 40 partenaires appartenant à 5 pays européens, la France, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie et l'Irlande. Quelques collègues est déjà ici. En tant qu'objectif principal, c'est la réduction des émissions de gaz du secteur ovin européen, avec toute une série d'activités qui se développeront. C'est un objectif qui se fait sur l'initiative européenne de la réduction de gaz.
et comprend également la formation d'un staff de techniciens et des pratiques, des bonnes pratiques innovantes de monitorage. Le projet se base sur 5 actions. La première a déjà été exprimée et déjà été expliquée ce matin sur les émissions de gaz. La deuxième concerne la création de ces instruments et son utilisation et la formation de techniciens pour les utiliser. Il y aura 1365 fermes démonstratives, 280 fermes de monitorage. Ces instruments, pour comparer, comprener leur qualité et leur quantité par des estimations seront mises en place par Cap2R du groupe espagnol Hardy Carbon Carbon Chip et Chip LCA, l'instrument espagnol, l'outil espagnol. Bon, deux de ces instruments étaient plutôt orientés sur sur la viande et le lait. On a déjà reçu 25 inputs, des détails plus. On a essayé de simplifier l'approche de LCA pour estimer les effets de la mise en place des bonnes pratiques. La comparaison entre ces instruments a consisté dans une collection de données à partir donc des fermes laitières et pour la production de la viande ont été menées en Roumanie et a couvert un total de 23 fermes et le groupe s'est estimé de l'efficacité et de l'ensemble des instruments mis en place, avec donc la présomption que les fermes avaient des systèmes d'élevage mixtes, que les fermes étaient sélectionnées d'une manière randomée, que la comparaison se faisait avec ou sans des valeurs de référence. Ça, c'est un cliché d'une estimation comparée. Ce graphe montre le long les axes les valeurs de prévision de Cap2R qui ont été considérées pour la ligne d'équivalence en tant que référence. Et le long de l'axe blanc, il y avait la valeur des autres des tools biotools. Les valeurs vues par Cap2R étaient d'1 kg d'émissions de CO2 par kilo d'FPCM. La différence était de 30% de mesure pour les ovins LCA. Les résultats étaient assez similaires. Ces différences était estimé selon le coefficient des aliments achetés, des aliments commerciaux. On a comparé même les résultats fournis par par l'outil français avec les autres instruments, mais sans aller dans les détails, je voudrais vous montrer le résumé des comparaisons.
sans les discuter par pays, mais seulement selon le point de vue des différences entre ces instruments. Il y a eu des petites différences surtout dues au coefficient de sémission et les différences étaient dues même du fait des différentes approches dans le calcul. Probablement on a investigué également sur les différences de résultats et euh, du calcul de l'impact des émissions selon les estimations. Donc les groupes Cap de Serre, Hardy Carbon, Carbon Chip ont eu des approches différentes en termes d'estimation de l'apport. Et donc, ça dépend également de l'équation qui a été utilisée. Le Cap de Serre a utilisé l'apport en forage. D'autres ont utilisé de l'aliment commercial. Le Hardy Carbon a utilisé une approche différente car inclut également des coordonnées géographiques et l'estimation de méthane. Donc, euh, dépendait également des émissions, les émissions des animaux dépendaient également de la diète que les animaux avaient utilisée. Et ça dépend, c'est pour ça, et c'est avec ça que l'on peut expliquer les coefficients différents. Donc, euh, euh, en parlant des phases de composition de ces instruments pour rendre ces émissions comparables et pour combiner ces collectes d'input les implications pour l'application territoriale de cette approche fera partie du volet démonstratif. Ces instruments permettront d'estimer les valeurs parmi les différents pays tout au long de l'Europe. Ah, mais quand même, il faut penser que malgré il s'agisse d'un instrument européen et donc qu'il faudrait un instrument qui devrait être le même pour tous les pays, il faut que ce soit quand même un instrument assez flexible et qui tienne compte des inventaires, des inventaires territoriales, des différentes activités, des différentes spécificités de chaque pays. Donc, il faut que ces instruments soient également adaptés aux spécifiques caractéristiques de chaque région. Une autre chose que nous espérons faire, c'est vraiment faire un réseau pour que nous tous nous puissions continuer à échanger nos idées, nos résultats. Là, c'est les photos des rencontres en distanciel et en présentiel. Merci, c'est très intéressant cette manière et cet outil pour calculer les émissions du bétail. C'est très intéressant pour nous aussi. On passe maintenant à la présentation du projet Pastinov sur le pastoralisme et sur les modèles innovants pour le système du pastoralisme. Le projet sera présenté par Athanasius Raxkos, coordinateur du programme.
Merci Antonio, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être idée au début de notre nouveau projet. C'est un projet de la première section de Prima, comme Fabrice l'a déjà expliqué dans sa présentation. C'est un projet qui met ensemble 20 partenaires de toute la Méditerranée, de 12 pays de la Méditerranée, qui durera 3 ans. Le projet va commencer en mai 2022 et va s'achever en mai 2025. C'est un projet qui vise à mettre ensemble des partenaires du milieu des universités, des académies, de la politique, de l'agriculture, avec le soutien de tous les pays de la Méditerranée organisés. J'ai beaucoup de diapos, mais j'en sauterai quelqu'un. Donc ça c'est le but, innovation, business durable, modèle organisationnel pour le développement et l'amélioration du pastoralisme en Méditerranée. Le pastoralisme, c'est un système complexe avec des éléments spécifiques qui interagissent. Bon, nous avons des régions agroécologiques de la Méditerranée avec des caractéristiques et des conditions socio-économiques où le pastoralisme peut s'imposer, mais ça dépend de systèmes. Il faut penser et concevoir des systèmes en mesure de le promouvoir et d'en améliorer les conditions. C'est également un instrument de travail et de création d'emplois. Le plan pour le réaliser. Et c'est un plan qui réalise et qui se sert de tous les exercices écosystémiques et qui pousse à avoir, à acquérir toutes les connaissances nécessaires à connaître ces services. C'est un des aspects que nous voudrions souligner pendant la mise en place, la réalisation de ce projet. Ça, c'est le cadre politique. On en a parlé ce matin. Il y a eu une présentation très détaillée. J'en parlerai pas. J'insisterai un peu sur cette diapo qui reconnaît que le pastoralisme en Méditerranée se fait sous des contraintes spécifiques. Donc des fermes de petite dimension, bas niveau de rentabilité, bas niveau d'organisation, information asymétrique et peu de développement, peu de connaissances. Par information asymétrique, j'entends qu'il n'y a pas assez d'informations correctes parmi les consommateurs sur le pastoralisme, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils font. Donc, il y a des connaissances un peu mélangées, un peu confondues. Il faut donc bien préciser quand on parle de pastoralisme. Ça, l'approche, comment nous nous approchons des systèmes pastoraux et quelle approche faut-il utiliser. C'est quelque chose qui nous avons cette initiative qui se base sur l'organisation de 5 laboratoires vivants sur 5 régions différentes. C'est un modèle qui sera couvert par tous les partenaires et qui vise à et il y aura un centre de coordination qui s'occupera de la coordination de tous les 5 laboratoires vivants.
laboratoires régionaux regroupe donc des pays qui vivent des contextes et de contenus pareils. Donc nous avons introduit deux laboratoires vivants en Méditerranée, un à Est, un à Ouest. Et il y aura deux autres Living Labs en dehors de l'Union européenne. Turquie, Liban et Sud, Maroc, Tunisie, Algérie. Chacun traitera des défis spécifiques, mais au moyen, il y a le PTT qui s'occupera d'une fertilisation croisée, à savoir la dissémination de toutes les informations, de tout ce qui couvre l'innovation et voyons que font-ils ces Living Labs à l'échelon régional. Le projet, au début, se rendait compte qu'il y avait beaucoup de recherches, surtout en Méditerranée, mais les résultats de ces recherches étaient un peu perdus, dispersés et dans les pays. Ce projet vise à mettre les résultats ensemble pour qu'ils puissent être partagés sur la base de ces partenariats. Donc, c'est se mettre ensemble et partager les connaissances. Tout ce qui a à faire avec se mettre ensemble, dissémination d'informations, partage, innovation, données sur l'innovation. C'est ça les processus nécessaires qui nous aideront à caractériser l'innovation, à caractériser les spécificités du pastoralisme par région. En pensant que l'innovation n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se refait au contexte. Peut-être dans une autre partie de la Méditerranée, il y a des solutions qui peuvent s'adapter à une autre partie. Donc, ce que nous faisons par cette approche, c'est de prendre quelque chose qui peut avoir réussi dans un côté, l'améliorer, l'adapter aux conditions de la partie de la Méditerranée où il y a un besoin spécifique. Les Living Labs, laboratoires vivants régionaux, travaillent sur la base de modèles d'innovation différents. C'est pour ça que la technologie IBM, l'organisation, les capacités managériales à tout niveau doivent être mises ensemble. Toutes les données sur les produits et la production pastorale sera saisie, élaborée, et ceci aidera à améliorer le niveau de collaboration, le niveau de performance, le niveau des associations et de l'esprit d'association. Avant de remercier, je passerai à l'impact. Comme je l'ai déjà expliqué, vu qu'on est un grand partenariat, il y a beaucoup d'organisations qui nous soutiennent et nous supportent, mais il faut être honnête. C'est par ça, c'est juste grâce au fait qu'on est un grand partenariat que l'on pense pouvoir faire la différence. Tout d'abord, pour aider la production pastorale, et faire en sorte que la production de ce pastoralisme puisse atteindre les niveaux mérités. Nous voulons que les produits du pastoralisme puissent atteindre le marché et gagner cette part de marché qui lui relève. C'est une aide fournie aux fermes qui font du pastoralisme.
des buts, un des objectifs, c'est l'amélioration des femmes. Les femmes peuvent jouer un rôle crucial, pas seulement au niveau de ferme, mais en général au niveau de l'entrepreneuriat et de relations, et au niveau de la ferme, au niveau du travail. Un autre thème, c'est le renouvellement générationnel. On soutient et on supporte les jeunes pour que nous voulons que les jeunes gens puissent continuer la tradition des fermes et des élevages. À l'intérieur de ce cadre, nous voulons améliorer l'efficacité des ressources naturelles et nous voulons contribuer à la diminution des émissions de gaz. Ce que l'on veut améliorer, c'est la qualité des pertes alimentaires et la valorisation du travail, aider l'économie circulaire. Il y a plus de temps. Merci. J'ai pas de cliché de remerciement, mais merci de votre attention. Merci Athanasius, c'est un projet très très complexe mais vraiment fort intéressant. Bon, le prochain projet est la coopération transfrontalière en Méditerranée, un projet pour la chaîne alimentaire des ovins en Tunisie. Sera présenté par Taha Najar. Merci Président, participants. Je suis ravie de participer à ce congrès avec ce projet GESMED. Avant de parler, je voudrais exprimer tous mes remerciements à Alessandro, à Giuseppe de m'avoir invité et de m'avoir permis de participer à ce congrès. Je vois quelqu'un de mes anciens étudiants ici qui assistent à cette conférence, qui participent, qui sont maintenant des chercheurs de haut niveau. C'est vraiment une très grande satisfaction pour moi. Je vois aussi des collègues de Tunisie. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui à vous présenter ce projet de coopération transfrontalière pour la chaîne alimentaire des ovins. Un projet qui s'appelle GESMED. Le nom du projet est GESMED. GES en arabe signifie un pont. Donc ce projet contribue à créer un pont en lien entre les deux régions, les deux côtes de la Tunisie et de la Sicile. C'est dans de ces différents projets dans le même contexte qui continuent au développement de relations entre les deux régions. Donc, le projet peut s'inclure dans les projets standards de coopération transfrontalière 2014-2020. Sa priorité est la priorité 1-2 de promotion et soutien de l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas seulement un projet de recherche, mais c'est également un projet qui vise à développer les relations entre les opérateurs économiques en Tunisie et en Sicile. Les partenaires du projet sont tant tunisiens qu'italiens. Parmi les partenaires tunisiens, nous en avons 2 principaux et 2 partenaires associés. L'Institut aérodynamique national de Tunisie, bénéficiaire du projet. J'ai l'honneur d'être le coordinateur de ce projet. Et en ce cadre, dans ce contexte, je rencontre beaucoup
de personnages, de personnes fameux et connus, Alessandro et son équipe, les représentants de l'université de Catane, les représentants de Corfilac, Sergio Campanella et son équipe, et en Tunisie également de très chercheurs très connus et de personnes merveilleuses. L'autre partenaire tunisien est le département de l'agriculture, notre ministère et le groupement du nord de la Tunisie, un partenaire, une société de professionnels. Les autres sont des groupes interprofessionnels, des recherches et l'Institut supérieur de biologie et sciences appliquées, un institut de formation et de recherche. Les partenaires italiens sont représentés par le représentant de l'université de Catane avec l'équipe d'Alessandro Priolo, le consortium pour la recherche de la chaîne alimentaire laitière, Corfilac, et un groupe de professionnels. Parmi les objectifs de ces projets, il y a différentes activités spécifiques qui sont définies dans des services économiques, le développement d'activités, le développement de relations, collaboration entre la Sicile et la Tunisie et leurs opérateurs économiques, formation, développement des meilleures pratiques, certification pour le labeling et la certification de la qualité. Ces objectifs se transforment donc en 6 paquets, comme le voyez sur cette diapo, distribués parmi les partenaires siciliens et tunisiens selon la spécificité de chaque partenaire. Quelques informations sur la population des ovins en Tunisie. La population de ovins est représentée par 3 millions d'ovins, dont 60% sont de la race Western Thin-tailed à 35%. Il y a la race sicilienne et seulement 2% de la Black Tibar, 2% de la population totale. L'autre race, la race sicilienne, est la Sicilia sarda, 2%, 2% également. Plusieurs études ont été faites sur le Black Tibar et sur la qualité de la viande. Ces études montrent que cette race est très prometteuse, surtout une bonne performance de croissance, même pour ce qui concerne la qualité de la carcasse et la viande, le bas teneur en lipides, la haute teneur en protéines de la viande. Donc c'est une viande très appréciée et sur les marchés. Ce brebis Black de Tibar suit son système de production et notre projet prévoit des enquêtes, une collecte de données. La recherche était faite sur 80 éleveurs et 2100 ovins. Les données collectées ont été analysées et les résultats ont indiqué que pour ce qui est du système d'alimentation axé sur les fourrages,
plutôt au foin et paille. Selon la saison de l'année, les éleveurs utilisaient des graminées vertes et du forage, tandis que dans les périodes appropriées, ont utilisé des cultures de pâturage et des cultures vertes. Pour ce qui est du système de production, là aussi, il est basé sur l'accouplement saisonnier. 40% des éleveurs ont deux agnelages en 3 ans, tous les 3 ans. Donc, pour ce qui est du thème de ce congrès, et on parle donc des ressources en aliments alternatifs. On a mené de ces activités pendant ce projet avec Dr. Messed. Donc, les activités sur les ressources en aliments alternatifs doivent être menées, et parmi les fermiers, il faut donc les convaincre à le faire. Parmi ces ressources alternatives, nous avons fait quelques recherches pour les figues de Barbarie ou d'autres aliments. Nous avons extrait les graines, les semis de cactus des figues de Barbarie, et il est possible quand même transformer ces produits en produits d'ensilage et les utiliser pour l'alimentation. D'autres types de sous-produits ont été également examinés en essayant de réaliser des méthodes de valorisation ces produits et de les inclure dans les régimes naturels à 33% par exemple de concentré. La recherche innovative concerne également le traitement des soustrats et d'autres graminées, d'autres productions de fibres, de produits de fibres, méthode d'alimentation qui a permis de réduire la teneur en lignine, en phénolique, en composé phénolique, en contenu d'azote organique est augmenté. Et là, on a remarqué que même la digéribilité a augmenté. Selon les données de la recherche, les données confirment ces résultats de la réduction des composés en polyphénol et une augmentation de protéines dues à la biomasse associée au substrat. Les projections de gaz rentrent dans les données de la recherche. Pour ce qui est de la digéribilité, les données confirment ce résultat. Et donc, on confirme la positivité, le caractère positif de ces recherches avec des produits alternatifs. Nous organisons également une activité de formation. Quelques activités n'ont pas pu être achevées jusqu'à présent, mais à l'avenir, entre partenaires italiens et siciliens,
on pourra le faire. Si vous voulez plus d'informations sur ce projet, euh, le site web du projet est accessible. J'ai oublié de vous parler du budget de ce projet. C'est un projet d'1 million d'euros. Un projet bon marché, on dirait. Donc les activités sont limitées. Merci de votre attention.